Grâce aux efforts des scientifiques et aux personnes intéressées par la santé, la spiruline est de plus en plus connue et commence à se faire une place dans nos esprits. Depuis quelques années, elle est consommée partout et par tous. Les sportifs, comme les personnes qui veulent stabiliser leur poids, les personnes voulant renforcer leur défense immunitaire, les personnes qui souffrent de carences et toute personne qui souhaite investir dans sa santé. Elle a touché et touchera encore tout type de profil. Cette petite poudre verte semble être un bel effet de mode. Mais la connaissez-vous vraiment ? Vous verrez dans cette vidéo que l'humanité n'est qu'une étoile filante, passant à travers le ciel de son existence. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est grâce à elle que nous sommes ici aujourd'hui. Nous découvrirons le lien étroit que nous entretenons avec elle sans même le savoir. Pour comprendre cela, nous allons remonter à l'époque de sa naissance. Dans cette vidéo, nous allons effleurer l'éternité et manipuler des nombres astronomiques. Vous êtes prêts ? Générique. Au commencement, il n'y avait rien. Vous verrez qu'effectivement, avant la spiruline, il n'y avait pas grand-chose. Mais avant cela, posons-nous une question. Comment faire pour dater l'existence de la spiruline ? La réponse se trouve dans les stromatolites. C'est une sorte de fossile qu'on a retrouvé dans l'ouest de l'Australie et au sud de l'Afrique. Mais comment ont-ils reconnu qu'il s'agissait de fossiles de spiruline ? La spiruline fait partie de la famille des cyanobactéries. Étudiées au microscope, les cyanobactéries sont parmi les microfossiles les plus faciles à reconnaître, car leur forme est restée inchangée durant des millions d'années. Et elles peuvent également laisser des fossiles chimiques sous forme de produits de dégradation des pigments qu'elles contiennent. Les stromatolites ont une particularité, ce sont les plus anciens fossiles connus. Ils ont 3,5 milliards d'années, ce qui correspond à peu près à l'âge des cyanobactéries, donc de la spiruline. 3,5 milliards d'années. Arrivons-nous réellement à concevoir ce que représente cette durée ? De nos jours, on sort le milliard par-ci par-là sans trop y prêter d'importance. Il y a des milliards d'étoiles dans le ciel, des milliards de bactéries dans notre intestin. Ce nombre est pour nous si familier et à la fois si abstrait. Essayons ensemble de concevoir ce que représente une telle somme. Avant de s'attaquer aux 3,5 milliards qu'est l'âge de la spiruline, prenons 1 milliard. À votre avis, combien de temps faut-il pour compter jusqu'à ce nombre ? Difficile à estimer, n'est-ce pas ? Utilisons les mathématiques. Si nous tenons en compte qu'il nous faut 3 secondes pour prononcer chaque nombre, donc 1 milliard fois 3, ce qui nous fait 3 milliards de secondes. Mais que représentent 3 milliards de secondes ? C'est un peu plus de 95 ans. Peu de personnes atteignent cet âge et il faut tenir en compte que 95 ans, c'est uniquement si la personne ne fait que compter sans arrêt, sans parler, ni manger, ni dormir, ni faire quoi que ce soit d'autre que de compter. Alors qu'en est-il de 3,5 milliards ? Imaginons qu'une personne normalement constituée décide de consacrer sa vie à atteindre ce nombre. Il y consacrera 2 tiers de son temps, qu'il ait le temps de se reposer et de manger, mais surtout de procréer, car il va avoir besoin de descendants pour continuer son œuvre, et ce sur une bonne dizaine de générations, car ils vont devoir compter durant à peu près 1000 ans. Et qu'elle nous paraît loin l'époque de Jésus, il y a 2000 ans. Il ne faut qu'une demi-heure pour compter jusqu'à 2000. Ça a de quoi nous remettre à notre place. L'humanité n'est vraiment qu'une étoile filante apparaissant dans l'existence de la spiruline. En fait, c'est elle qui pourrait nous considérer comme un phénomène de mode. Elle est bien plus ancienne que les dinosaures, que les poissons, que toute forme de vie complexe. Absolument tout ce qu'il y a autour de vous est plus jeune que la spiruline. Oui, même les montagnes, même les océans, même le ciel bleu, car c'est elle qui créa l'atmosphère terrestre. Je rebondis sur cette phrase pour démarrer la deuxième partie de cette vidéo. Nous avons vu plus haut que la spiruline fait partie de la famille des cyanobactéries. Ce sont des organismes prokaryotes apparus durant la période archéenne. C'est une période très longue qui s'étend sur plus d'1 milliard d'années. À l'époque, la Terre était très différente. C'était un véritable enfer. Son atmosphère était composée de méthane, d'ammoniac et d'autres gaz qui seraient aujourd'hui toxiques pour la plupart des formes de vie. Dans ces ténèbres, cette nuit éternelle, la vie était presque impossible. Au moment où elle décida d'utiliser la lumière pour produire son énergie, les rayons du soleil perçaient avec beaucoup de peine l'épais brouillard qui recouvrait la Terre.
La spiruline se perfectionna à l'extrême pour capter le peu de lumière qui lui parvenait. Grâce à ces trois pigments, la chlorophylle, le bêta-carotène et surtout la phycocyanine, elle est capable de synthétiser tout le spectre lumineux, même les infrarouges et les ultraviolets. Ce sont les cyanobactéries qui ont créé la photosynthèse. Cette invention, ou devrais-je dire cette révolution majeure, donna un espoir à la vie de se développer. À cette époque, elle est devenue l'espèce dominante de la planète. Et petit à petit, ce petit être de moins d'1 millimètre purifia l'atmosphère terrestre durant encore des millions d'années. Elles transformèrent cet enfer stérile en lieu habitable et sain pour recevoir la vie dans des conditions optimales. Ce n'est que lors de l'époque suivante, l'époque protérozoïque, que les premiers continents sortirent de l'eau. À ce moment-là, la spiruline existait déjà depuis 1 milliard d'années. L'époque protérozoïque est très importante et décisive pour la vie sur Terre. Elle est marquée par une catastrophe écologique. Nos amis, les cyanobactéries, ont très bien fait leur travail, mais durant trop longtemps. Et l'atmosphère contenait alors trop d'oxygène pour beaucoup d'espèces peuplant la Terre à l'époque. À l'instar des êtres humains, les cyanobactéries ont provoqué une grande extinction de masse. Mais cet événement a rendu possible l'explosion des formes de vie eucaryotes. Il s'agit notamment des algues multicellulaires et vers la fin de l'époque protérozoïque, des premiers animaux. Encore de nos jours, les spécialistes estiment que 90% de l'oxygène de notre planète, soit 330 milliards de tonnes, sont produites par les algues et les cyanobactéries, et seulement 10% par les arbres et les plantes. En plus de nous avoir préparé le terrain en transformant notre planète en havre de vie, il est probable que les cyanobactéries soient un de nos ancêtres communs avec tous les autres animaux, mais également avec les plantes et les bactéries modernes. La spiruline et les cyanobactéries sont une charnière entre ces trois règnes, car elles possèdent des caractéristiques avec chacun d'eux. Comme les bactéries, elles échangent des informations génétiques. Les bactéries ont cette capacité de communiquer entre elles et de se partager des codes génétiques et ainsi de se faire évoluer. Pour exemple, c'est de cette manière qu'elle devient de plus en plus résistante aux antibiotiques. Comme les végétaux, elles contiennent de la chlorophylle et donc produisent elles-mêmes leur nourriture, et comme les animaux, elles ne contiennent pas de cellulose, donc, comme nous, leurs cellules sont souples. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les cyanobactéries ont décidé de s'associer avec nos premiers ancêtres. À la fin du protérozoïque et au début du cambrien, les cyanobactéries ont commencé à s'installer dans certaines cellules eucaryotes, fabriquant de la nourriture pour son hôte en échange d'un foyer. Ce mécanisme s'appelle l'endosymbiose. Elles sont devenues nos moteurs énergétiques. Encore aujourd'hui, nous avons au sein de nos cellules des micro-organismes qui ont toutes les caractéristiques des prokaryotes. Vous les connaissez peut-être, il s'agit des mitochondries, qui sont les centrales énergétiques de nos cellules et de notre corps tout entier. Dans nos cellules, nous en retrouvons jusqu'à 2000. Nous n'aurions pas su devenir qui nous sommes sans elles. Elle a fait de même avec le règne végétal. Les chloroplastes avec lesquels les plantes se nourrissent par l'intermédiaire de la photosynthèse sont littéralement des cyanobactéries vivant dans les cellules du végétal.